Parfait. Donc, Émilie Allard, je suis professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières, chercheure régulière aussi au Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction du CIUS du nord de l'île de Montréal et heureuse et fière chercheuse au Réseau québécois de soins palliatifs. Je vous présente aujourd'hui, dans le fond, une deuxième partie du projet qui était réalisé. Mais avant de vous présenter le tout, je voulais faire quelques remerciements à certaines personnes, dont l'équipe, donc Arnaud Duhoux, qui est l'investigateur principal de ce projet. Marjorie Tremblay, qui a eu la brillante idée et le dynamisme de mettre en place toute cette équipe-là. Elisa Pucella, donc, pour faire partie de l'équipe, pour ses merveilleuses contributions. Les experts qu'on a rencontrés pour cette deuxième partie-là, qui ont pris le temps, en fait, de consulter les données, de m'accorder une entrevue. Donc, je les remercie. Il y en a plusieurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Je voulais aussi remercier Sarah et Martin qui nous aident en ce moment à développer un article qui va en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Et aucune recherche n'est possible sans un peu d'appui financier. Donc, on remercie aussi le Centre de recherche du CIUS du nord de l'île, la chaire du Dr Gilles Lavigne et la Fondation Gracia pour son soutien. Donc, dans le cadre de cette courte présentation, on va aborder l'objet du projet, de cette deuxième partie du projet, suivi de la méthode qui a été empruntée et plus amplement des résultats qui permettent de donner un sens, une couleur aux indicateurs exposés précédemment par Marjorie et Marie-Hélène. Peut-être que vous avez des interprétations personnelles, professionnelles quant aux données et aux indicateurs qui sont contenus dans le rapport de l'INSPQ et qui ont été présentés précédemment. Ça serait intéressant, je trouve, en discussion de cette présentation-là, de voir comment est-ce que vos interprétations corroborent un peu les interprétations ou les recommandations qui ont été réalisées par les experts qu'on a rencontrés. Le projet, donc, qui a été mené par notre équipe, visait ultimement à contribuer à l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des soins palliatifs au Québec. Ça a été réalisé en deux objectifs. Donc, la première qui était de suivre l'évolution des indicateurs de soins palliatifs en 2002-2016, qui était la présentation précédente. Et la deuxième partie, le deuxième objectif de ce projet-là, c'était de consulter des experts afin d'interpréter les résultats et d'émettre des recommandations permettant de soutenir l'amélioration des soins palliatifs et de fin de vie au Québec. Donc, c'est la présentation que je vous porte aujourd'hui. Consulter des experts, c'est nécessaire afin d'avoir une meilleure compréhension des indicateurs. Les indicateurs sont développés à partir des données administratives qui, bien que nécessaires pour avoir un regard macro sur ce qui se passe d'un point de vue populationnel, sont sujets à des variabilités. C'est difficile en regardant uniquement les indicateurs d'apporter des conclusions qui sont, pertinentes ou concluantes pour tous les milieux, pour la vaste région, pour la vaste province qu'on a. Il est ainsi recommandé d'associer le développement des indicateurs à d'autres méthodes, comme la recherche qualitative, qui permet d'aller chercher un point de vue, une compréhension, un sens d'un phénomène, mais aussi pouvoir permettre d'arrimer des recommandations qui seraient jugées utiles et valides pour l'amélioration des soins palliatifs et de fin de vie. Ces recommandations-là, émises par des experts, ont plus de chances d'être acceptées par les milieux. Dans ce sens-là, on a voulu rencontrer des experts qui soient des personnes, des chercheurs, des cliniciens, des gestionnaires qui avaient une expertise professionnelle et ou personnelle avec le domaine des soins palliatifs de la fin de vie au Québec. Étant donné que les soins palliatifs représentent un domaine interdisciplinaire, il nous apparaissait aussi important d'avoir une perspective interdisciplinaire avec les experts qu'on rencontrait. Donc, tant des sciences humaines et sociales que des sciences de la santé, une vaste variété, en fait, dans les disciplines qu'on rencontrait. Plus encore, le territoire québécois, il est large. Nous avions le souci de ne pas recueillir uniquement une vision montréalaise ou une vision Québec des soins palliatifs et de fin de vie, mais aussi celle des régions qui peuvent avoir une expérience différente ou une expérience ou une perspective différente, en fait, des données qui sont récoltées. Bien entendu, le projet s'est effectué avec l'approbation du Comité d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal.
Le recrutement s'est effectué par échange de courriels à partir de nos réseaux respectifs et à partir du réseau de nos collaborateurs. Donc, ça a été très large, méthode boule de neige. Lorsqu'une personne acceptait de participer, il y avait un formulaire d'information de consentement qui lui était envoyé, comme toute étude, et ce formulaire-là devait être complété avant de réaliser l'entrevue. Il y avait aussi dans nos envois de courriel des données brutes. Donc, une fois que la personne consentait, qu'il y avait le formulaire qui était signé, il y avait les données brutes provenant donc qui étaient travaillées avec l'INSPQ, qui étaient envoyées, et d'autres documentations qui étaient pertinentes, par exemple le rapport de l'INSPQ sur les indicateurs qui étaient réalisés en 2006. Bon, les données brutes qui étaient partagées sous forme de classeur Excel avec une entente de confidentialité et de ne pas partager, il était divisé selon les types d'indicateurs, mais aussi selon l'âge, le sexe, la région et les années, hein, de 2002 à 2016. Selon la disponibilité des participants, on a fait des entrevues semi-structurées, audio enregistrées pour permettre une transcription. Et durant les entrevues, on abordait entre autres l'expertise des experts dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie, ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils espéraient retrouver un peu dans les données avant de les ouvrir, en regard de leur pratique clinique ou de leur expérience en politique. Donc, tout ça, on a regardé chacun des classeurs un à un pour voir quelles étaient leurs premières interprétations, quelles sont leurs compréhensions des données. On a regardé les points positifs, les limites des données. Et finalement, on a parlé des recommandations, donc où aller par la suite. Donc, des exemples de questions, c'était comment est-ce que ces données-là traduisent votre expérience clinique ou politique ou de recherche? Selon votre expérience, votre expertise, quelle est votre interprétation des données? Les entrevues retranscrites ont été importées dans le logiciel Excel pour l'analyse thématique. Chaque entrevue a été codée de manière indépendante, puis les codes des entrevues ont été comparés entre eux à l'intérieur d'une même entrevue, mais aussi à l'intérieur de chacune des entrevues afin de déterminer c'est quoi les grands thèmes qui ressortaient, quoi les grands domaines qui ressortaient. Au total, on a fait 9 entrevues qui nous ont permis d'atteindre une redondance dans les codes et surtout une absence de nouveaux thèmes à l'analyse. La collecte de données a été réalisée en septembre 2019 à octobre 2020 et nos experts possédaient en combiné 125 années d'expérience directement liées dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie. En provenance des sciences humaines et sociales et des sciences de la santé, on a eu des gens en médecine, en sciences infirmières, des gens qui étaient orientés dans le milieu politique, des gens qui étaient plus dans le milieu universitaire ou dans des milieux cliniques qui étaient autant à domicile, en CHSLD, en milieu hospitalier. Et on a eu au total plus de 4 régions, des experts de plus de 4 régions qui étaient représentés et certains experts, en fait plusieurs d'entre eux, avaient une expertise dans d'autres régions du Québec également. À l'analyse, on ressort 2 grands domaines, 2 grandes catégories de thèmes. Une première qui est liée aux données et aux indicateurs de soins palliatifs et de fin de vie, et un deuxième qui est davantage lié à la pratique clinique et organisationnelle. Dans chacun de ces grandes catégories-là, il y a 2 thèmes principaux. Et au total, les experts ont formulé 12 recommandations qui sont en lien avec ces 4 thèmes. Dans les prochaines diapositives, on va regarder les 4 thèmes, donc les 2 premiers qui sont liés aux indicateurs et aux données en soins palliatifs et de fin de vie, et les 2 derniers qui sont liés à la pratique clinique et organisationnelle. Il y a autant des éléments d'interprétation, donc le I que vous voyez vers la gauche, et il y a des éléments qui sont liés aux recommandations à partir de ces interprétations-là. Donc, l'ensemble des experts qui ont été rencontrés questionnent d'abord la fiabilité des données disponibles actuellement. La manière dont les données sont rentrées dans les bases de données administratives sont parfois différentes d'un professionnel à l'autre, d'un milieu à l'autre et d'une région à l'autre. Certaines différences dans la façon d'entrer les données ont été discutées durant les entrevues et c'est drôle parce que ça a été soulevé tout à l'heure. Donc, un exemple qui a été mentionné lors des entrevues, c'est la façon de comptabiliser les décès à l'urgence.
Il y a des centres, il y a des professionnels qui vont comptabiliser les décès survenant à l'urgence dans les 24 heures ou qui font des constats de décès comme étant des décès qui sont liés au domicile afin de représenter le lieu où la majeure partie de la fin de vie a été vécue. Mais aussi pour augmenter le taux de décès à domicile dans un milieu afin de refléter le pourcentage des décès à domicile dans cette région-là. Alors que certains milieux ou certains professionnels refusent de faire de cette façon de faire-là, puisque le constat de décès ou des fois le décès doit refléter le lieu où ça s'est passé. Un autre exemple, c'est celui des consultations en soins palliatifs et de fin de vie. En effet, il y a des experts qui, selon les experts, des consultations en soins palliatifs sont parfois demandées pour des patients, mais ces derniers décèdent avant que le médecin en soins palliatifs ou l'équipe en soins palliatifs ait été en mesure de réaliser la consultation. Néanmoins, la simple demande de consultation est parfois comptabilisée comme une présence de la consultation, la réalisation de la consultation en soins palliatifs au dossier du patient. Au final, ces différentes pratiques, puis là on pourra en nommer d'autres, viennent à biaiser des conclusions que l'on peut tirer de certaines données. Ça amène les experts à formuler des recommandations suivantes. Donc, assurer une collecte de données qui soit rigoureuse, soit systématique, transparente et indépendante des accords de gestion d'imputabilité. Assurer une collecte et un suivi du pourcentage de décès dans l'ensemble des milieux de soins et non seulement sur le pourcentage de décès à domicile, donc pour le gouvernement. Le gouvernement du Québec regarde de près les décès à domicile. De nombreuses raisons font en sorte que les décès ne peuvent pas se produire à domicile. Et cette donnée-là, prise seule, donc le pourcentage de décès à domicile pris seul, ce n'est pas un indicateur ni de l'accès ni de la qualité des soins palliatifs et de fin de vie. Donc, il faut vraiment aller voir où est-ce que se trouvent les décès au Québec, dans nos établissements. L'ensemble des experts rencontrés ont critiqué le manque de données et d'indicateurs portant sur la qualité des soins. Plus spécifiquement, les experts soulignent l'importance de posséder des données sur la qualité ainsi que l'efficacité des soins reçus pour répondre aux besoins tant physiques, psychologiques et spirituels de la personne. Les experts insistent que l'usage des indicateurs de décès à domicile n'est pas suffisant pour évaluer la qualité des soins palliatifs à domicile. Est-ce que les décès étaient la volonté de la personne? Est-ce que, donc, de décéder à domicile, quel type de suivi a été réalisé là? Quelle continuité ou intensité dans les soins ont été vécus? Donc, ça, c'est des questions que se posaient les experts pour dire, bien, ça, c'est des éléments que ça nous prendrait pour juger de la qualité des soins palliatifs et de fin de vie au Québec. Devant ce besoin de s'intéresser à la qualité des soins, les experts formulent des recommandations suivantes. D'abord, il y a la recommandation de promouvoir la recherche sur la qualité des soins. Entre autres, grâce à des études rétrospectives, prospectives, des dossiers médicaux, mais aussi grâce à la recherche qualitative afin d'explorer les points de vue des patients, des proches sur la qualité des soins qui sont offerts, le respect des volontés, etc. Il recommande aussi de s'intéresser à l'intensité et la continuité des soins plutôt qu'une mesure du nombre d'actes qui sont réalisés. Donc, les données devraient viser une évaluation de l'intensification des soins ou encore du continuum de soins et de services en fin de vie. Afin de pouvoir juger, en fait, de la qualité des soins, il serait pertinent de croiser des données sur les soins palliatifs avec des données issues, par exemple, des directives médicales anticipées. Bien entendu, on va s'entendre que les DMA, c'est encore relativement nouveau. Et donc, ils ne sont pas systématiquement complétés par les patients. Par contre, ce serait une avenue qui serait à envisager pour le futur, selon les experts qui ont été rencontrés. Un autre élément, c'est que les experts soulignent l'importance d'ajouter les visites à l'urgence comme un indicateur de suivi par le gouvernement. Donc, dans leur accord de gestion d'imputabilité. Les visites à l'urgence en fin de vie sont contraires donc aux bonnes pratiques, on le sait, à la qualité des soins. Néanmoins, on ne peut pas nécessairement toujours les éliminer. De plus, savoir le nombre de visites à l'urgence, ce n'est pas nécessairement suffisant et ça serait intéressant d'explorer les raisons pour lesquelles il y a des visites à l'urgence. Est-ce que c'est pour avoir accès à certains plateaux techniques? Bien, ça serait important qu'on le sache. Est-ce qu'il y a une façon de faire autrement?
Tout ça pour pouvoir informer de la qualité des soins et des problématiques peut-être organisationnelles des soins. Une recommandation qui est unanime et fortement encouragée par les experts, c'est la création d'une instance indépendante permettant d'assurer un suivi continu, transparent des données et des indicateurs en soins palliatifs et de fin de vie, mais également qui pourrait s'adapter à l'évolution du contexte de soins, stimuler et orienter la collecte de nouvelles données utiles, la recherche, identifier les faiblesses des données, tout ça. Donc, les experts recommandent la création d'un observatoire sur les soins palliatifs et de fin de vie. En regardant certaines données, là, on passe plus à la catégorie pratique, clinique et organisationnelle. Donc, en regardant certaines données, telles que les visites à l'urgence, l'accès plus grand aux soins palliatifs pour la trajectoire 1 et l'utilisation des lits de soins palliatifs en hôpital, les experts expriment leurs doutes quant à la qualité des soins offerts à la population. Tirant des conclusions de leur propre connaissance du milieu, les experts soulignent que les soins à domicile sont souvent sous-financés depuis de nombreuses années. Les ressources humaines se font rares et l'autonomie professionnelle peu reconnue. Tout ceci pouvant expliquer l'utilisation accrue de l'urgence en fin de vie. Les experts soulignent que les changements aussi au système de santé et les services sociaux dans les dernières années ont amené des changements dans la structure hospitalière aussi, où les unités de soins palliatifs, des fois, ont été réduites et des lits de soins palliatifs ont été placés dans des unités, par exemple, de médecine-chirurgie. Les experts doutent donc de la qualité des soins qui sont offerts dans ces unités-là, et ce, en raison, par exemple, du ratio élevé infirmière-patient et de la méconnaissance un peu des soins palliatifs par les gens qui y travaillent. Donc, afin d'améliorer la qualité des soins, les experts recommandent, entre autres, d'optimiser la pratique professionnelle, et ce, particulièrement pour les infirmières œuvrant à domicile. Entre autres, en intégrant une approche palliative précoce, donc dans la gestion des maladies chroniques, en assurant le déploiement de la pratique professionnelle à son plein potentiel, et en créant des outils et des ressources qui permettent la gestion des symptômes et des situations de fin de vie de manière efficace. Pensons entre autres à des protocoles ou des ordonnances collectives. L'intégration d'une équipe interdisciplinaire, puis là, je ne parle pas seulement d'une question de médecins et d'infirmières, mais une réelle interdisciplinarité afin de répondre aux besoins des personnes et de leurs proches. Et leurs besoins, ils sont multidimensionnels, physiques, psychologiques, spirituels, financiers, sociales. On peut en nommer longtemps. Donc, on pourrait inclure dans ces équipes-là, il faudrait qu'on puisse savoir dans ces équipes-là comment est-ce qu'ils sont construites, puis ça, pas seulement à l'hôpital, mais aussi à domicile. Donc, est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux dans les dossiers? Est-ce qu'il y a des intervenants en soins spirituels? C'est des éléments qu'il faudrait qu'on sache afin de s'assurer que les soins qui sont offerts en fin de vie sont de bonne qualité. Bien, finalement, vous allez voir, la recommandation 10 se retrouve tant dans les deux derniers thèmes, c'est l'amélioration de la formation des professionnels et des non-professionnels quant aux soins palliatifs et de fin de vie, et je vais y revenir prochainement. Pour ce qui est de l'accès aux soins palliatifs, bien, il y a plusieurs barrières qui ont été identifiées par les experts. En regardant les différences entre les types de trajectoires de soins, donc la trajectoire 1, 2, 3, les experts soulignent que les trajectoires 2 et 3 ayant un pronostic plus incertain ne bénéficient pas d'une intégration précoce des soins palliatifs. Ce qui est représenté dans les données, un peu quand on regarde des rapports, puis c'est ça qu'on discutait tout à l'heure avec Marjorie et Marie-Hélène. Aussi, les données montrent une diminution du temps passé en soins palliatifs, particulièrement pour la trajectoire 1, où on voit qu'en 2002, on était à, je ne me rappelle plus, 7 jours à peu près. Et plus on s'en vient vers 2016, plus on s'en vient vers 3 jours de temps en soins palliatifs et de fin de vie, dans un lieu du moins, en soins palliatifs. Ce qui montre donc une diminution du temps passé dans ces services-là. Parmi les barrières possibles amenant à ces données, les experts soulignent le fameux 3 mois ou moins pour bénéficier des services de soins palliatifs, tant à domicile qu'à l'hôpital qu'en maison de soins palliatifs.
ce qui privilégie peut-être un peu plus les personnes qui ont un pronostic plus certain, donc les personnes avec un cancer. Par ailleurs, le manque de lits en soins palliatifs et le manque de ressources amènent parfois les médecins à référer tardivement leurs patients afin que ces derniers ne soient pas trop longtemps dans les lits de soins palliatifs. Donc, pour qu'il y ait un turnaround plus vite sur les lits. De l'autre côté, il existe une incompréhension de ce que sont les soins palliatifs et de fin de vie de la part de la population générale et des autres professionnels qui ne sont pas experts dans le domaine. Mais également en ce qui concerne les directives médicales anticipées et la planification préalable des soins. Ajoutons à cela que les professionnels ils ont de la difficulté à engager ces discussions-là sur la fin de vie avec les personnes et que, particulièrement avec les personnes qui ont des maladies chroniques. Et on se trouve avec des personnes qui arrivent donc tardivement dans les services de soins palliatifs et qui ont probablement des soins plus intensifs. Donc, les gens, ils passent moins de temps avant de décéder. Puis là, on peut se poser la question, est-ce que le temps passé, donc 3 jours passés dans un service de soins palliatifs, est-ce que c'est suffisant pour soulager adéquatement leur souffrance? Alors que, puis souffrance au sens large, donc multidimensionnel, ce qui est l'objectif, en fait, des soins palliatifs. Des inéquités semblent également exister quant à l'accès aux soins palliatifs dans la province et entre les différentes trajectoires de fin de vie, ou encore entre les différents milieux de soins, donc CHSLD, domicile, hôpital. Les différences sont observées par les experts au niveau, par exemple, des décès à domicile dans les régions du nord du Québec. Des hypothèses quant à la caractéristique culturelle, mais aussi quant à l'organisation des soins, donc la grande distance à parcourir parfois entre les différents établissements, donc, ou par les différents professionnels, par exemple au soutien à domicile, ils sont proposés comme hypothèse par les experts. Mais plus spécifiquement, il semble nécessaire pour les experts de dire il faut se pencher plus sur la question, mais il faut aller plus loin afin de mieux comprendre le phénomène, mais aussi d'améliorer les services partout dans la province. Donc, pour améliorer l'accès, parmi les recommandations, il y a entre autres celle d'améliorer la formation des professionnels et non professionnels quant aux soins palliatifs. Plus spécifiquement, là, on rentre au niveau de la communication avec les patients et les proches, mais aussi quant aux bénéfices et aux principes à la base des soins palliatifs. Donc, il faudrait s'entendre sur cette définition-là, sur qu'est-ce que sont les soins palliatifs, pour que les professionnels puissent argumenter ou soutenir en fait l'importance de leur intégration précoce dans la maladie. L'identification précoce, justement, des personnes, c'est aussi une autre recommandation par la création, l'utilisation d'outils d'identification, et ce, peu importe le diagnostic. Donc, c'est vraiment, il faut les identifier davantage pour que les gens puissent en bénéficier davantage. Mieux comprendre les différences dans l'accès aux soins et services et porter une attention particulière donc, aux populations qui sont vulnérables et qui n'apparaissent pas nécessairement dans les données. Un des exemples qui était donné par les experts, c'était les personnes sans domicile fixe. C'est important qu'on ait des données ou qu'on s'en préoccupe de façon plus spécifique. Donc, les données administratives ne peuvent et ne doivent pas non plus être notre seule façon de porter un regard critique sur la situation des soins palliatifs et de fin de vie au Québec. Néanmoins, elles permettent de dresser un portrait qui permet de juger de l'évolution et de se comparer, de faire du benchmarking, et ainsi de guider les actions à entreprendre pour améliorer les soins palliatifs. Ça devrait être employé de concert avec d'autres méthodes de recherche, comme la recherche qualitative, entre autres, afin d'encourager le développement d'hypothèses, d'interprétations, de recommandations entourant les soins palliatifs et qui soient réellement appliquées. Il y a plusieurs recommandations qui ont été émises par les experts qui font écho, premièrement, avec ce que tout le monde disait tantôt. En fait, je lisais les questions et tout ça. Il y a beaucoup de choses ou de commentaires qui ont été émis tout à l'heure qui font écho à ce que les experts que j'ai rencontrés ont dit, mais aussi à ce que la littérature dit. Donc, l'évaluation du pourcentage de décès dans tous les milieux, c'est quelque chose qui permet d'orienter l'allocation des ressources dans l'ensemble des milieux où les soins palliatifs se trouvent. Ça fait partie des choses que l'on sait de la littérature.
L'utilisation des urgences en fin de vie semble être un indicateur pertinent pour évaluer la qualité des soins. Entre autres, le gouvernement albertain a intégré cet indicateur-là à son suivi pour les soins palliatifs et probablement que le gouvernement québécois devrait en faire de même. Un scoping review qui a été réalisé en 2020 montre que l'agressivité des soins fait partie des indicateurs les plus souvent utilisés à partir des données administratives pour juger justement de cette qualité-là. On inclut les décès dans les unités intensives, les visites à l'urgence, ainsi que les admissions dans les unités de soins intensifs ou encore à l'hôpital avant le décès. La qualité des soins, ça réfère aussi à l'adéquation entre le lieu de décès et les volontés de la personne. Aux Pays-Bas, il y a un indicateur sur le pourcentage de décès qui surviennent dans le lieu de préférence du patient. Puis les directives médicales anticipées dans plusieurs pays, comme la Suisse, les Pays-Bas, les États-Unis, la Belgique, c'est des choses qui sont documentées pour être utilisées justement comme données comparables. L'intensité et la continuité des soins sont des éléments qui sont évalués dans certains pays. Par exemple, en notant la gestion des symptômes ou encore l'information qui est donnée aux patients en fin de vie. Finalement, ben, il y a, et puisque ça fait partie des discussions qui vont suivre, la recommandation formulée par les experts entourant la création d'un observatoire sur les soins palliatifs et de fin de vie, il s'agit d'une recommandation qui a été depuis un certain temps formulée et par de nombreuses instances, dont le Réseau québécois de soins palliatifs, la Commission sur les soins de fin de vie, mais aussi le ministère. Donc, c'est vraiment, je pense, un élément qu'il va falloir qu'on se penche dans les prochaines années. Il y a, comme toute étude, il y a des limites. Donc là, c'est certain que moi, ce que je vous ai parlé, c'est des entrevues à partir de 9 experts en soins palliatifs et de fin de vie. Bien entendu, on a eu la redondance, on n'a pas eu de nouveaux thèmes qui ont émergé. Donc, on est assez certain de ce qu'on dit, mais en même temps, c'est la limite de la recherche qualitative. C'est certain aussi qu'il y a certaines données qui étaient peut-être moins bien comprises ou peut-être qui étaient moins dans l'expertise de regarder des données par certains experts. Donc, il y a peut-être des éléments qui n'ont pas été vus comme étant une interprétation ou une recommandation à faire. Et donc, ben, si vous en avez de plus, on va les prendre, puis je pense que ça fait partie de la discussion qui va suivre. Et il y a des éléments, c'est certain, qui ont été contradictoires entre certains experts, donc tout dépendant de leur philosophie ou de leur pensée sur ce que c'est que les soins palliatifs. Donc, est-ce que ça devrait être une équipe spécialisée ou encore toute personne devrait, tout professionnel devrait avoir une certaine base dans l'approche palliative et devrait pouvoir donner les soins. Donc, tout ça fait partie des espèces de limites ou des éléments de discussion qui pourraient suivre. Donc, ben, je vous remercie. Puis, je vous répète qu'il y a un article qui est en rédaction actuellement. Et donc, probablement que dans les prochains mois, vous pourrez le voir dans l'infolette du réseau.